5 sur 7 matin, bienvenue au débat matinal, bienvenue au forum de discussion. On parle ce matin du transport étudiant qui sera peut-être privatisé les jours à venir. Ils sont souvent entassés dans des bus, obligés de faire un chargement hors gabarit. La faute au manque de moyens roulants. Leurs peines seront peut-être très bientôt conjuguées au passé. La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que le secteur sera confié à des privés qui en ont vraiment les moyens, bien sûr avec l'appui de l'État. On s'y intéresse. Et puis, on reviendra aussi sur l'Africa Forum, qui est le pendant du forum de Davos en Afrique. Il est d'ailleurs surnommé le Davos africain, une rencontre qui réunit plus de 1500 chefs d'entreprise et de décideurs politiques. L'avenir économique de l'Afrique et les opportunités d'investissement sont passées à la loupe dans un contexte mondial très difficile. On le sait, avant même la guerre en Ukraine, l'insécurité alimentaire s'était accentuée dans le monde en raison des conflits, des crises climatiques et économiques, mais le conflit russo-ukrainien a aggravé la crise, les deux pays assurant à eux seuls 30% du commerce mondial du blé. Et avec la guerre, les prix de l'énergie, des aliments et des métaux ont flambé. Le 8e Africa Forum a-t-il permis de poser des pas de géant? Un gros point d'interrogation. Pour en parler en plateau, Casimir Pédio, il est donc journaliste, analyste économique. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Casimir. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. Après un léger moment d'absence pour des raisons indépendantes bien sûr de sa volonté, il revient en force et en puissance. Il revient aussi en force tout en puissance, tout comme d'ailleurs son gabarit. Mon cher Servan Aouyan, responsable bureau de l'Alliance Ecofin, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Très bien, merci. Alors, Casimir Pédior, comment est-ce que vous accueillez cette information de la ministre de l'Enseignement supérieur donnée au détour donc, de l'émission Le gouvernement en action qui retrace l'an 1 des tâches exécutées par les différents ministres sur le magistère du président Patrice Talon au cours de son second quinquennat. La ministre donc, de l'Enseignement supérieur, Eleanor Yaïla Decan, affirme que certainement dans les jours, les semaines, les mois à venir, le transport étudiant sera privatisé. Qu'en dites-vous? C'est une bonne nouvelle pour la communauté estudiantine depuis donc la création de cette université. Je veux parler de l'Université nationale du Bénin jusqu'à sa scission, enfin sa division en plusieurs autres universités, centres universitaires. Ce serait l'une des rares fois où une décision sociale digne du nom veut être prise par le pouvoir public. C'est vrai, ça va faire grincer des dents, surtout lorsque les étudiants vont nous écouter sur ce plateau aujourd'hui, parce que ça va susciter un peu plus d'efforts, surtout du côté des porte-monnaies, des portefeuilles. Ça va susciter un peu plus donc de moyens, disais-je, parce que la privatisation n'a jamais arrangé la grande masse, hein. Les bénéficiaires en souffrent toujours, donc, mais pour la vie, rien ne vaut, comme le dirait donc l'adage, rien ne vaut donc la vie. Il va falloir prendre cette décision parce que je crois que c'est le seul secteur du transport commun au Bénin qui ne respecte aucune loi en termes donc de sécurité des personnes et des biens. Ça va dans tous les sens. Des moyens franchement inadaptés, insuffisants, des personnes entassées comme des sardines de tout temps et de tout lieu, de tout régime d'ailleurs. Et il s'impose donc cette réforme-là. Je crois que lorsque vous suivez cette émission, c'est l'une des belles informations que Madame la ministre a donc voulu faire porter à la communauté estudiantine, mais aussi à la communauté béninoise tout entière, et pourquoi pas à sa communauté, parce que ces bus-là, lorsque vous les voyez en circulation, franchement, ça vous fait grincer des dents. Alors, Servan Aouyan, si on a fait l'université d'Abomey-Calavi, si on a fait le campus ou l'ENAM, ou l'EPAC, ou la FSA, ou d'autres écoles donc, qui se situent sur le territoire donc, de l'université d'Abomey-Calavi, on sait qu'on a d'une façon ou d'une autre, peut-être par curiosité, peut-être par nécessité, pris ces bus et on connaît tous, on va dire, le champ lexical qui entoure, dos à dos, pieds joints. On va devoir serrer les dents, on va faire ci, on va faire ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les étudiants ou est-ce qu'ils doivent craindre?
Honnêtement, en dehors de craindre le coût que le bus, qu'il va falloir payer pour prendre le bus désormais, je ne vois pas ce qu'on peut craindre de ces nouvelles parce que vous faites bien de le souligner, j'ai fait le campus, on sait très bien comment ça se passe et c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que les gens qui vivent très loin sont obligés de prendre ce bus, mais personne n'y va en souriant. Quand tu sais que tu vas prendre le bus, tu te dis, bon, voilà, ça fait 1 ou 2 heures de galère, tu vas devoir peut-être rester debout tout le trajet ou te retrouver serré avec d'autres personnes et tout ça. Privatiser le transport étudiant pourrait être une bonne décision. Ce que moi je dis maintenant, c'est qu'il faut attendre de voir le coût, parce qu'il ne faut pas oublier que à la base, ce transport a été créé pour soulager les personnes qui vivent très loin et qui ne peuvent pas débourser des frais importants pour se rendre sur le campus. Maintenant, certains diront que les bourses et les secours sont là pour compenser ça, mais le prix que va proposer la structure à laquelle on va confier ce transport étudiant sera très important. Le gouvernement ou la ministre a annoncé que cette structure aura l'assistance, bien sûr, de l'État, sera accompagnée forcément par l'État. Est-ce que déjà cela permettrait de réduire tant soit peu le coût de revient du transport? Oui, normalement, oui. Normalement, oui. On peut s'attendre à ça. Maintenant, il faut voir quel type de collaboration sera mise en place entre la structure et l'État et pour pouvoir déterminer. Mais honnêtement, je ne vois pas vraiment en quoi ça peut être mauvais. Tant que la structure qui est choisie fait les choses dans les règles de l'art en termes de matériel roulant, en termes de règles de sécurité et en termes de pricing, je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision. Alors, est-ce que là, maintenant, cela ne devient pas une urgence quand on connaît déjà l'état de vétusté donc, des bus du transport étudiant? On connaît aussi tous, on le déplore tous d'ailleurs, le chargement des étudiants. C'est d'ailleurs, vous l'avez rappelé dans votre propos précédent, c'est le seul moyen roulant donc, de la circulation qui se croit pour tout permis en termes de chargement. Bien sûr, et je crois que le privé qui va entrer dans le secteur pourra donc opérer des réformes à tous les niveaux, parce que une chose est de parler donc du chargement au gabarit, si vous permettez donc l'expression, mais l'autre chose c'est de dénoncer aussi le comportement très peu citoyen donc des chauffeurs, des conducteurs donc de ces bus. Nous ne leur en voulons pas, mais franchement le caractère étatique donc de la chose, le caractère sans assurance, sans pièces, sans visite technique de ces bus-là, font parfois, laissent parfois, je dis, une large manœuvre donc à ces conducteurs qui se croient au-dessus, ils pensent que leur permis catégorie, je ne sais quoi, est au-dessus donc des autres conducteurs, même ceux donc des gros porteurs, et ils roulent à vive allure, ils roulent à toute vitesse et parfois s'essayent donc à des accidents en circulation. Je crois que des réformes seront également opérées dans ce secteur-là. C'est vrai, pour opérer des réformes, il va falloir parfois fermer un peu les yeux. Je crois que certains risquent de perdre leur emploi, mais que voulez-vous, si le secteur public n'arrive pas à assurer donc le rôle régalien qui est le sien, il va falloir donc faire intervenir le privé. Quand le privé vient, il ne vient pas pour les beaux yeux donc du secteur, il vient pour faire profit, il vient pour la performance, il vient pour la qualité donc de sa prestation. Et je crois que sur ce secteur, enfin sur ce niveau-là, il y aura des réformes. L'autre chose aussi que le privé pourra faire, c'est que tout le temps on parle donc du transport des étudiants, on fait allusion au campus d'Abomey-Calavi. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est plus que le campus d'Abomey-Calavi qu'il faut donc prioriser. Il y a le campus de Parakou, il y a également Nati, il y a Porto-Novo qui existe aussi. Il va falloir également penser aux étudiants. Donc Lokossa, voilà, j'en oublie. Et il y a aussi des centres universitaires. Il y a Cotonou qui est là, qui a également besoin de renforcement donc du matériel roulant et aussi du personnel en la matière. Il y a
qu'aujourd'hui, il faut renforcer tout ça. Donc, je crois que c'est un gros travail qui sera confié donc à ce secteur privé. Je suis très heureux que le gouvernement, enfin, le public ne puisse pas donc partir définitivement, que le public garde un œil un peu vigilant sur ce qui va se faire à travers donc ce secteur-là, et ce serait à l'actif de tout un chacun. C'est vrai, quand on parle de l'étudiant, très souvent, on voit le côté misère, mais il va falloir au XXIe siècle que les étudiants commencent par sortir de leur tête qu'aller sur le campus, c'est 100 francs de ticket bus, c'est 150 francs donc de ticket resto. Il va falloir véritablement débourser pour ce qui est donc du transport. Eux-mêmes, lorsque ces bus-là arrivent donc à tomber en panne ou bien faibles pour des raisons donc académiques, ils prennent les topa là, et ils savent combien ils déboursent par rapport donc aux moyens sur le campus. Donc forcément, lorsque ces bus ne fonctionnent pas, les étudiants ne dorment pas sur le campus. Ils se débrouillent pour aller donc chez eux et ils savent ce que cela coûte. Donc je crois que les parents doivent pouvoir comprendre aujourd'hui que les choses veulent changer et il va falloir donc débourser un peu plus. C'est vrai, ça ajoute au panier de la ménagère, que vous le veuillez ou non, c'est les parents qui vont débourser un peu plus. Mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'étudiant va se considérer désormais comme un acteur du développement et non comme un nécessiteux à qui il faut tout le temps porter assistance. Non, c'est fini ça, il faut débourser. Très bien. Alors, Servan, on pourra s'interroger aussi sur le sort de ces conducteurs qui étaient donc des agents du Centre des œuvres universitaires et sociales, donc une structure de l'État, un privé qui intervient. Faut-il craindre pour leur emploi? Bon, je ne sais pas quel est leur statut, mais s'ils sont des agents de l'État, il n'y a pas grand-chose à craindre. Je pense qu'ils vont juste être reconduits vers d'autres postes. Quand on est agent de l'État, selon le statut que vous avez, on a une relation soit contractuelle, soit permanente avec l'État. Donc, je pense qu'ils seront reconduits vers d'autres postes. Autre chose qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'avec un privé, on pourra évoluer dans d'autres domaines, comme par exemple les moyens de paiement. Il y avait une chose qui, moi, m'énervait vraiment à l'époque, c'est qu'il fallait toujours se rendre auprès de la même personne et parfois faire une file pour se procurer les tickets. À partir de maintenant, avec les moyens comme le paiement par mobile money, les différents moyens de paiement, une structure privée pourra permettre peut-être de numériser la procédure d'achat des tickets dans la droite ligne de ce que fait le gouvernement depuis un certain nombre d'années maintenant, en numérisant la plupart des services. Donc je pense que ce sont des choses qu'on peut explorer plus facilement maintenant que les transports étudiants sont confiés à des privés. Très bien. Allez, on espère qu'il y aura de bons jours en perspective pour les étudiants et surtout le transport étudiant qui, à un moment donné ou à un autre, nous a tous permis, nous, qui avons été ou qui sommes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, de nous rendre sans doute à nos domiciles respectifs. Allez, on en vient à présent au second sujet en débat ce matin. Il s'agit bien sûr du Davos africain, l'Africa CEO Forum qui a eu lieu à Abidjan en milieu de semaine dernière, la semaine dernière, bien sûr. On va voir cet élément qui retrace le panel présidentiel de cet Africa CEO Forum qui a reçu le vice-président de la Côte d'Ivoire. Regardez. Dernier acte de l'Africa CEO Forum, le panel présidentiel qui s'est tenu ce mardi 14 juin et auquel ont pris part le président de la République Alassane Ouattara, les présidents Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, et Mohamed Bazoum, président du Niger, et le vice-président Konétié Moko Mélié, qui représentait le président de la République Alassane Ouattara sur le plateau des panélistes. La crise alimentaire qui s'aggrave sur le continent africain depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la crise climatique et les engagements pris par la communauté internationale à l'occasion de la COP15 et la crise sécuritaire dans le Sahel, marquée par les attaques récurrentes des mouvements terroristes djihadistes, ont constitué le menu des questions posées aux différents intervenants. Sur la crise alimentaire actuelle en Afrique et sur les engagements pris par la COP15 pour lutter contre la sécheresse, l'intervention du vice-président Konétié Moko Mélié. Vous avez posé une question pour dire
qu'est-ce qu'il faut faire? Il est évident que pour la Côte d'Ivoire, nous avons vu, et c'est ce que nous avons constaté depuis un certain temps, la production vivrière est quand même importante. Elle est importante même si nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire sur tous les produits. Il y a quand même un bon nombre de produits sur lesquels la production est importante pour l'intérieur, même avec quelquefois une exportation dans les pays voisins. Mais le problème, c'est que ces productions connaissent une saisonnalité qui font que la disponibilité à tout moment n'est pas garantie. Et ça, c'est un problème important sur lequel il faut trouver des solutions. La solution la meilleure est celle qui est actuellement mise en œuvre, envisagée et mise en œuvre par le gouvernement, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une maîtrise plus grande et que cette saisonnalité soit plus ou moins arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'eau. Il faut maîtriser un certain nombre de facteurs de production qui permettent que cette production soit beaucoup plus constante, en tout cas dans le temps, et permettre une consommation sur une longue période par les populations. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas demain que ça se fera. Le programme est déjà en cours et on espère avoir des résultats importants. Mais en attendant, il faut compter aussi avec le temps et la pluviométrie. On espère que, comme le disent les prévisionnistes, que nous allons avoir une pluviométrie plus clémente et peut-être une production beaucoup plus importante pour éviter justement que nous soyons obligés de subventionner certains produits et certains produits pour la consommation des ménages. Mais la solution définitive, c'est vraiment de mener des politiques, et elles vont coûter certainement cher, mais de mener des politiques qui permettent d'avoir une visibilité plus grande sur ces populations dans différentes régions. Je crois que c'est un programme qui est en cours en Côte d'Ivoire et nous espérons que ça va donner des résultats. On va passer à présent à la crise climatique. Une crise qui est déjà là sur le continent, qu'on vit au quotidien. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs accueilli en mai dernier la COP15. La COP15 et la communauté internationale s'y est notamment engagée à accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Monsieur le vice-président de la Côte d'Ivoire, êtes-vous de votre côté satisfait de ces engagements pris lors de la COP15? Bien, merci beaucoup. Si je me réfère aux résultats que j'ai vus, en tout cas de la COP15 qui s'est tenue à Abidjan, je peux dire qu'il y a des raisons d'être satisfait de ces résultats. Pourquoi? Je pense qu'il y a, si mes souvenirs sont exacts, il y a 38 engagements qui ont été pris et qui, à mon avis, s'adressent bien aux questions concernant la désertification et même la reforestation. C'est vrai qu'il est dit que ce n'est pas suffisant parce que tout simplement, certains auraient préféré qu'on aille un peu plus loin dans la recherche de ces solutions. Mais je crois que là aussi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a une commission qui a été mise en place pour approfondir justement ces questions sur la reforestation et la désertification. Ça permettra peut-être de trouver d'autres voies pour améliorer la faisabilité de toutes les décisions qui ont été prises. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus se baser sur seulement le problème des engagements, parce que la COP15 d'abord a été précédée par un sommet des chefs d'État et qui a validé et qui a mis en place l'accord d'Abidjan.
c'est quand même important. Il s'agit tout simplement d'un modèle qui peut permettre à tous les États de trouver les voies et moyens de mettre en place un système de reforestation et de lutte contre la désertification. Ce panel présidentiel a mis fin à la 8e édition de l'Africa CO Forum. Et c'est un reportage donc de nos confrères de la radio-télévision ivoirienne, la RTI. On revient par ici en plateau pour justement continuer par débriefer cette ce 8e Africa CO Forum. Mon cher Kazimi Pédio, à la une, ou du moins dans la période où se tenait cette rencontre internationale entre les chefs d'entreprise et les pouvoirs publics, les responsables de pouvoirs publics, nos confrères du pays au Burkina Faso, le pays, donc média très célèbre du côté du pays des hommes intègres, a titré, je cite, un show de plus, Africa CO Forum, un show de plus. Est-ce que vous pensez que c'est un show de plus ou c'est du moins important dans le contexte que nous traversons aujourd'hui? Bien sûr, je partage leur point de vue en ce sens que depuis, nous avons remarqué que depuis les années 1990, ici par ici en Afrique, dans les grands pays, ou du moins dans les pays qui se disent développés ou en voie de développement tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Kenya, tels que l'Afrique du Sud, et que sais-je encore, se multiplient donc les forats, les sommets économiques, il y en a suffisamment. Les rencontres des chefs d'État, il y en a suffisamment. Mais depuis cette date-là, rien ne bouge, sinon pratiquement, nous sommes toujours donc avec un produit intérieur brut qui n'avoisine même pas la richesse d'un pays, enfin, d'une commune, qui n'avoisine même pas ce que je peux appeler donc les efforts donc de paix en Ukraine, où on cite des centaines donc de milliards si nous devons les convertir donc dans nos devises. Ici s'organisent donc ces rencontres-là à grands frais, ça se discute, j'allais même dire ça bavade beaucoup, mais grande chose à la fin donc de ces rencontres-là, c'est conservé donc dans les annales et puis on passe à autre chose. Il y a aussi que, il faut le souligner, l'Afrique, surtout la sous-région, compte aujourd'hui des experts. Les diplômes, il y en a suffisamment. Les écrits, il y en a suffisamment. Les confrontations, nous les avons. Les rivalités entre la zone anglophone et francophone, on en a suffisamment. Mais rien ne bouge, sinon que la population peine toujours à s'offrir un pain quotidien, sinon que nous continuons toujours à manger occident, à manger asiatique, à dormir dans des maisons donc construites avec le matériel et les matériaux venant donc de l'Europe, des États-Unis, enfin de l'Amérique et aussi de l'Asie. Donc, à titre, enfin, c'est de bonne guerre que donc mes confrères du Burkina Faso donc ont vu juste de dire que voilà un sommet de plus. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas forcément besoin de se voir à 1500 dans une salle enfermée avec 3 présidents avant donc de décider donc de la question du développement du continent. C'est des éléments très simples qu'on peut déjà commencer par faire pour véritablement donc lancer le processus du développement. D'accord. Alors, Servan Ouyon, pour vous qui êtes le responsable bureau de quand même de l'agence Ecofin qui fait un travail excellent justement sur l'économie en Afrique, quelle est votre lecture de cette rencontre qui quand même depuis 10 ans se tient avec une régularité intéressante? Oui, effectivement, depuis 10 ans, l'Africa CO Forum se tient. Il faut rappeler avant tout qu'il est organisé par Jeune Afrique. Déjà, donc à la base, c'est un événement qui a, on va dire, un côté un peu communication. Mais je pense quand même qu'il a une importance relative parce que l'Africa CO Forum permet, surtout à une période comme celle où nous nous trouvons, permet d'entendre l'avis des présidents sur certaines questions. Ils ont parlé bien évidemment de l'impact du conflit russo-ukrainien sur le continent avec les corridors de céréales qui ont été évoqués déjà depuis
la semaine passée surpassée par la visite du président Macky Sall en Russie. Ils ont parlé de protection de données, de 80% des données numériques de l'Afrique qui se trouvent hors du continent et comment changer cela dans un but de souveraineté numérique. Ils ont parlé de changement climatique. Ils ont essayé de discuter des promesses faites par les pays développés en termes de financement qui n'arrivent pas. Et on remarque par exemple à Abidjan où se tenait l'Africa CEO Forum, il y a de grandes inondations depuis le début de la semaine, des conséquences du changement climatique. Donc oui, effectivement, je ne peux pas être contre ceux qui disent que c'est un show de plus. Mais c'est un show qui a quand même une importance relative. Ça permet d'entendre l'avis des chefs d'État sur certains sujets à un moment important. Mais bon, je pense que l'importance pour le développement de l'Afrique est relative. L'importance est relative. Mais voilà, ce genre d'événements, ils ont quand même leur importance. Mais ce n'est pas en faisant des Africa CEO Forum pour toutes les années qu'on va développer le continent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la crise sanitaire doublée de la crise du conflit russo-ukrainien, donc de la crise économique que nous traversons, on doit parler de relance économique? C'est dans ce contexte qu'on doit en parler? Non, il n'y aura pas de relance économique pour le continent, en ce sens que nous dépendons quasi totalement donc de l'Europe, de l'Asie et des Amériques, en ce sens que, mais vous avez vu, c'est quand même dramatique que ces deux crises viennent et que des dirigeants africains prennent l'avion et qu'ils aillent donc supplier presque des dirigeants en conflit qui ont décidé librement donc de créer donc la zizanie au sein donc de la paix mondiale, qu'ils aillent donc quémander donc de la nourriture, qu'ils aient quémandé du céréal, qu'ils aient quémandé donc des intrants pour pouvoir donc produire chez eux, ça pose un véritable problème. Lorsque vous voyez Africa Forum venir donc faire le point donc de la dépendance totale du continent africain donc des autres continents à hauteur donc de 85% de nos besoins, que ce soit alimentaires ou bien les besoins physiques donc de l'homme en Afrique dépend donc de ces pays-là, ça pose un véritable problème. L'Afrique aujourd'hui est complètement à genoux. L'Afrique, je crois, l'Afrique doit cesser donc les émotions. J'appelle émotion ces rencontres-là, ces sommets-là. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de l'Africa Forum avant de développer son cacao. Aujourd'hui, lorsque vous avez vu au cours donc du COP, lorsque donc il s'est agi de dire que la Côte d'Ivoire doit diminuer, enfin, doit participer à l'effort de reconstruction suite donc à la transformation du cacao. Le président Ouattara, il a réagi énergiquement tout de suite, il a tapé du poing sur la table pour donc rappeler un certain nombre de choses. C'est ça. On n'a pas besoin de ces rencontres-là. On n'a pas besoin. Lorsque vous avez un vice-président du Nigeria qui s'assoit et qui parle des potentialités du continent et qui sait pertinemment donc qu'il a plus de 200 000 mètres cubes donc de pétrole brut non transformé au Nigeria, alors donc que le pauvre Nigérian doit pouvoir attendre donc du produit raffiné de quelque part donc de ces continents que je viens de citer. Ça pose un problème lorsque vous avez des petits pays comme donc le Niger qui découvrent leur potentialité énergétique mais qui ne veulent pas développer cela et qui attendent le pipeline pour vendre, pour brader donc cela, qui vendent leur uranium à vil prix à la France. Le Niger fait partie aujourd'hui des deux puissances qui illuminent toute la France et qui offrent l'arme atomique à la France. Et c'est son président qui vient s'asseoir pour venir encore rédiger un autre document qui serait un document difficile à comprendre, difficile à mettre en œuvre. Lorsque vous avez l'Afrique du Sud qui n'a pas participé de façon physique donc à cette rencontre, lorsque vous avez les pays du Maghreb qui sont quasiment absents donc à cette rencontre, vous vous dites mais c'est encore une rencontre de trop. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, prenons déjà ce qui existe. L'existant, il est là. Le Congo, il est là. On peut transformer l'énergie.
Par où commencer aujourd'hui? On parle aujourd'hui de la souveraineté économique au cours de cette rencontre. Mais quel est le pays aujourd'hui qui va donc se targuer d'abandonner sa souveraineté politique pour se rallier donc aux autres puissances? C'est le problème qui se pose aujourd'hui à l'Afrique. Lorsqu'on dit et que le Ghana parle, le Nigeria n'écoute pas. Lorsque le Sénégal parle, la Côte d'Ivoire ne veut pas écouter, ou bien c'est des petits calculs d'intérêt. Ça ne peut pas aller. Donc moi, je crois que cessons de nous leurrer, cessons donc d'organiser. Il a dit, Serva, c'est une question de communication. Jeune Afrique qui organise, c'est d'abord une question de communication. C'est une question d'image, c'est une question donc de business qu'ils organisent d'abord, avant maintenant de penser la question du développement. Moi, je crois qu'on n'en a pas besoin. Il y en a suffisamment sur le continent et chacun sait ce qu'il va faire dans son pays pour permettre ce développement. Alors, Servan, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quelque chose de nouveau à cet Africa CEO, à ce Africa CEO Forum, quand on sait que les expressions, ou du moins les idées qui sont revenues, s'articulent principalement autour de la Covid-19, le conflit russo-ukrainien et la cherté de la vie? Bon, on va dire que je n'ai pas vraiment suivi l'événement d'un œil très attentif, mais des rapports que j'ai pu voir, ils ont essayé de proposer des débuts de solutions à des problèmes donnés. Mais bon, je ne sais pas. Je ne pense pas, on n'a pas réinventé la roue à l'Africa CEO Forum. Ils ont essayé de discuter. Comme je dis, le plus important, c'était d'avoir le son de cloche des gouvernements sur certains sujets. Et je pense même que certains des sujets les plus chauds ont été subtilement évités. Les crises politiques, la CEDEAO et le Mali, la Guinée, le terrorisme. Certains des sujets les plus chauds qui ont quand même une influence économique ont été évités. Ils ont parlé de changement climatique, ils ont parlé de crise alimentaire. Mais voilà, je ne dirais pas que l'événement est inutile. C'est toujours bien de pouvoir avoir les avis de présidents africains, c'est-à-dire assemblés aux mêmes endroits pour discuter de sujets importants du continent. Mais quand c'est fait dans des buts de saisonnalité, ce n'est pas, c'est sur une base régulière, juste pour tenir un agenda. Ce n'est pas vraiment dicté par le besoin. Bon, je pense que le côté communication de l'événement est beaucoup plus important. Très bien. Merci beaucoup donc à vous, messieurs, pour vos analyses, vos commentaires au sujet, bien évidemment, de nos deux thématiques en débat ce matin. On revient rapidement sur le premier sujet dont nous avons débattu, le transport et étudiants, donc évidemment. Nous allons recevoir les avis des internautes. Oui, aujourd'hui, ils étaient très nombreux à réagir, raison pour laquelle on n'a pas pu avoir très vite l'ami Stanislas Soussalimpon, qui est quand même déjà avec nous. On l'installe tout de suite. Hashtag Post, Monsieur Post est là, bonjour Stan. Bonjour Arman Rodrigue Amengan, bonjour à chacun et à tous. Ça n'a pas été facile, ouf, on a envie de dire. Ah oui, beaucoup de réactions, hein. Les avis sont partagés, Rodrigue Herman Amengan. Certains voient déjà l'amélioration des conditions de transport de nos amis étudiants. Cependant, d'autres internautes craignent que, avec cette privatisation, les frais de transport voient une augmentation. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers les différentes réactions que vous avez relayées pour nous au sujet de cette préoccupation fondamentale que nous leur avons adressée à nos amis internautes. Que pensez-vous de la privatisation annoncée du transport étudiant? Les avis avec vous, Stan. Oui, et figurez-vous que la première réaction vient d'un étudiant, Jérémy Kokou Kounoui, estime que c'est triste car nous venons de différentes familles et chacun sait comment il gère sa vie. En toute sincérité, en tant qu'étudiant, on ne peut jamais nier le rôle que joue ce transport au niveau de la communauté estudiantine, surtout en ce moment où la vie est devenue chère et même manger reste un souci. Moi, personnellement, je n'ai jamais pris ce bus, mais je reconnais son importance pour mes camarades. J'exhorte vraiment les institutions compétentes à revoir les choses et nous venir en aide. Nous ne sommes que des pauvres étudiants, sinon modestes. Pour Arosouvi Glory, c'est un crime envers les étudiants. Pensez autrement, s'il vous plaît, plaide notre ami Arosouvi Glory. Brun Géraud, tout en étant craintif, s'interroge.
Privatiser? Je ne pense pas, car l'État ne peut pas nous dire qu'il n'a pas les moyens pour réorganiser ce secteur afin de soulager les peines des étudiants à ce niveau. Le PAG, programme d'action du gouvernement, ne peut intervenir dans le secteur de l'enseignement supérieur et omettre ce volet très important. Le transport étudiant ne peut pas être confié à un opérateur privé. Cela va plutôt alourdir les peines des étudiants. Contrairement à Brun-Géraud, Comberto, Hervé pense que tout ce qui est privé dans notre contexte fonctionne mieux que le public. Si cela est effectif, certes, on aura une hausse du prix de transport en milieu estudiantin, mais je crois que la qualité et le fonctionnement en continu seraient bien meilleurs qu'avant, car la société en question va doubler les efforts pour gagner les bénéfices. Effectivement, ça peut changer positivement les choses, surtout la pagaille au niveau des responsables des institutions en charge du transport estudiantin, affirme Polycarpe Satingo Tangan. Mais il ne faut pas que la structure privée vienne augmenter les frais de transport, souligne notre ami Polycarpe. C'est bien beau de chercher à privatiser le transport des étudiants, pense Jean Kokuzounon. Cependant, cette privatisation doit répondre à des critères de qualité et à des objectifs précis. Cela doit aussi prendre en compte, estime notre ami Jean Kokuzounon, l'intérêt général du monde estudiantin, de leurs aspirations, de leur vécu quotidien en matière de transport et surtout le consensus de tous les acteurs autour de ce projet de privatisation du transport en milieu estudiantin. Merci beaucoup à vous, Stanislas Soussanin. Pour moi, les avis sont divers et partagés, variés, bien évidemment. En tout cas, on attend de voir la décision finale de l'État, du gouvernement, bien sûr, sur ce sujet. Merci beaucoup, Stan. Je vous en prie. Allez, c'est fini pour le compte de ce panel, bien évidemment, de ce forum de discussion. Merci, Casimir. Au plaisir de nous retrouver très prochainement. Tout le plaisir pour nous. Merci à vous également, Servant. Merci à toi. Au plaisir. 5 sur 7 matin, la suite, c'est l'espoir de Hugues Zinsou-Jounan derrière la revue de presse de Marcel Rossi. À tout de suite.